Jusqu'à 1h, vous avez carte blanche sur Europe 1 pour nous parler de vous, de tout ce qui vous tracasse et qui vous tourmente et qui vous empêche peut-être de trouver le sommeil, mais aussi de vos désirs, de vos joies. Asiba et Paul sont tout prêts à vous accueillir à l'autre bout du fil, au 39 21, ainsi que Philippe Chartier qui réalise cette émission. Vous pouvez également vous manifester, donner votre point de vue par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Nous faire un petit clin d'œil par mail sur le site europe1.fr comme Dorothée qui écoute l'émission depuis 2005 et qui actuellement vit à San Francisco, qui continue à être à l'écoute, qui l'écoute maintenant en podcast et comme ça elle se retrouve le temps de l'émission en lien avec sa maman et sa sœur Karine qui elles aussi sont de fidèles auditrices et à travers ce mail elle voulait leur faire part de toute sa tendresse. Voilà, on a eu également un mail de Sylvette. Sylvette, c'était l'auditrice que nous avons eue hier et qui s'interrogeait un petit peu sur son comportement. L'auditrice qui était à Paimpol, qui veut vendre sa maison à Paimpol, et une de ses amies lui avait dit qu'elle était, peut-être qu'elle disait trop je veux et qu'il faudrait peut-être dire je voudrais au lieu je veux. Alors elle s'interrogeait un petit peu sur son attitude parce que elle avait perdu plusieurs de ses amis. Alors elle nous dit: je tenais à vous remercier ainsi que les auditeurs qui ont envoyé un commentaire. Vous avez regonflé mon petit ego dégonflé. Vous m'avez fait découvrir que je me connaissais bien telle que je suis, franche, directe, ouverte. Grand merci. Quant à mon langage un peu abrupt et sans détour, méfiez-vous, car quand je me mets à faire des détours, vous ne retrouverez plus le chemin. Quant à ma voix, un homme courtois que je n'ai jamais connu me téléphonait presque tous les soirs pour entendre seulement ma voix de Nina Hagen, pour la voix possible, mais la déjante pas tout à fait. Merci beaucoup. J'attends un acquéreur pour une très jolie maison moderne à 12 km de Paimpol. Sergio ne serait-il pas preneur ? Alors, je ne sais pas si Sergio serait preneur, mais il est sur les routes, il va peut-être faire un petit tour du côté de chez vous, qui sait, Sylvette. En tout cas, Paul doit être en train de vous rappeler, parce que nous avons eu plusieurs mails pour vous d'auditrices qui, elles, ont des maisons en Provence et qui disent pourquoi pas faire un échange. On a des propositions qui semblent tout à fait sérieuses. Donc, on va vous rappeler là en tout début d'émission. Voilà. Allez, c'est parti pour 2 heures de direct. Europe 1, Caroline Dublanche. Ceux qui prendraient l'émission en cours, je vous rassure, la formule n'a pas changé. Vous êtes toujours là pour parler de vous, de votre vie. C'est pas Stéphane Plaza. C'est pas on ne passe pas des annonces pour vendre des maisons. On n'est pas spécialiste de l'immobilier. Non, on parle de psychologie, de vous, de votre vie. 39 21. Bonsoir Francis. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir les auditeurs. Je vous remercie d'avoir sélectionné mon appel. Mais je vous en prie. Je vous avais déjà téléphoné 2 fois auparavant au sujet de la même personne. Je peux vite exposer les faits pour que les auditeurs y comprennent. Faites, oui, un petit résumé. Un petit résumé, oui. C'était une dame avec qui je me suis mis en début 2002. Au bout de 18 mois, il y a eu une première rupture. Là, à l'époque, elle m'avait traité de voleur, d'escroc, de vouloir mettre une escroquerie en place. Bon, c'était des trucs mensongers, quoi. J'avais saisi un conciliateur qui nous a convoqués. Suite à ça, elle a repris ses dires, quoi, comme quoi que ce n'était pas vrai. Puis voilà, puis elle m'avait fait ça par écrit. Alors, on s'était plus vu pendant 6 mois. Puis après, au bout de 6 mois, on s'est de nouveau remis ensemble, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est mis ensemble jusque de nouveau en début 2008, quoi. Alors en début 2008, il y a eu une nouvelle rupture, quoi. C'est une petite rupture d'1 semaine, quoi. Suite à ça, on s'est naturellement de nouveau remis ensemble jusqu'en octobre. Puis en octobre, c'était de nouveau fini, quoi. Là, elle m'avait traité comme quoi je lui avais défoncé la porte, que je voulais voler à l'intérieur, comme quoi, bon...
L'époque, c'était que je lui avais rayé la voiture à sa fille, que j'avais crevé les pneus, puis bon, plein de trucs qui étaient mensongères, quoi. Et puis, bon, on était restés séparés un bon bout de temps, quoi. Puis un jour, elle me rappelle pour demander si j'étais prêt à lui faire quelques travaux. Et puis, bon, j'aime toujours rendre service. Puis bon, j'avais certainement encore certains sentiments, quoi. Puis j'avais accepté de faire des travaux chez elle. Et puis on se revoyait de temps en temps en tant qu'amis, quoi. Puis en même temps, elle m'a demandé si je pouvais la véhiculer de temps en temps à son boulot, quoi, puisqu'elle n'a pas de permis, quoi, chose que j'avais faite, quoi. Puis après, elle m'a de nouveau proposé de vivre ensemble, quoi, chose que j'avais acceptée. Mais vous n'êtes pas rancunier, hein, parce que après tout ce qu'elle, toutes les accusations qu'elle portait sur vous, entre le fait que vous l'ayez escroqué, que vous lui ayez crevé ses pneus, enfin, vous dites que ce sont de fausses accusations, mais... C'est sûr, hein, elle voulait porter plainte, comme quoi que je mettais une escroquerie en place, et puis c'était la voiture à sa fille, et puis comme quoi que j'aurais crevé les pneus rayés par jalousie, alors que c'était nullement fondé, quoi. Puis comme ça, elle racontait également que les voisins essayaient de lui forcer les serrures. Elle me demandait de temps en temps de changer les barilets. Mais elle est un petit peu paranoïaque, non ? Ouais, un peu, je pense. Hein. Elle doit avoir un petit problème quand même. Oui, hein. un peu de persécution. Alors, parce que si ça ne vous concerne pas seulement vous, ça concerne les voisins. Les voisins également, oui. Alors bon, j'avais joué le jeu, je lui avais changé les barilets. Puis bon, donc, c'était pas vrai. J'avais beau à lui dire, écoute... ça n'a pas été touché, puis après elle s'imaginait que dans son jardin des trucs manquaient ou des trucs ont été déplacés exprès, puis bon. Et puis je vous en avais aussi fait part à l'époque, puis quand je vous avais rappelé la deuxième fois, quoi, que c'était... Je comprenais pas trop bien la personne, puisqu'en même temps... là, visiblement, là, vous resituez un petit peu hein, le contexte. Je me souviens de vous, on en avait parlé, il y a quand même un certain syndrome un peu de persécution. Hein. Donc, ce qui complique singulièrement la situation. Donc, aujourd'hui, vous êtes toujours en lien avec elle, puisque vous me dites que vous me rappelez à son sujet. Disons non. Bon, le problème c'était que effectivement, pour juste finir, quoi, on était restés dernièrement, on était séparés, quoi. Alors je lui servais encore comme chauffeur une fois par jour, quoi. Puis elle m'avait dit, elle m'avait de nouveau proposé de vivre ensemble, chose que j'avais acceptée. On était de nouveau un an ensemble. Et puis, au bout d'un an, elle me dit, écoute, l'année prochaine, au mois de mars, on arrête, quoi. J'ai dit, bon, si tu veux arrêter, ma foi, on arrête, hein, c'est ton choix. Hein. Je me retire au mois de mars. Bon, pourquoi au mois de mars, hein, alors qu'on était en octobre, quoi. Bon, je dis, comme elle changeait de temps en temps, je dis, bon, on arrête au mois de mars. Hein. Puis, à partir du mois de mars, elle m'avait demandé, est-ce que tu pourrais quand même encore continuer à me véhiculer une fois par semaine? Et puis tu viens dormir chez moi le mardi soir, et puis le mercredi matin, tu me véhicules, quoi. Bon, dans un premier temps, j'avais accepté ce truc-là. Je me suis dit, tiens, ça lui rend certainement service, quoi, pour aller au boulot également, quoi. Puis bon, oui, mais enfin... c'est sûr. Puis j'avais accepté, puis on avait fonctionné comme ça jusqu'au 23 décembre, quoi. Et à partir du 23 décembre de l'année dernière, quoi, à partir du 23 décembre de l'année dernière, j'ai plus revu cette personne, quoi, parce qu'elle aurait dû me rappeler début d'année. Donc ça va presque, ça fait un peu moins d'un an. Et là, donc, quelle est votre question par rapport à elle? Maintenant, mon problème, c'était, je l'avais aperçue samedi dernier à une exposition. Puis elle a évité qu'on se croise des regards, quoi. Elle m'avait aperçu assez tôt, quoi. Puis je l'ai aperçue dans cette expo alors que ça faisait 10 ans que je lui proposais d'y aller puisqu'elle y est toutes les années. Elle n'a jamais voulu aller avec moi. Puis du coup elle y était. Bon, j'étais étonné. Puis du coup je me suis dit je crois que c'est elle, quoi. Je la suis un tout petit peu. Oui, effectivement, c'est elle, quoi.
puis après je dis tiens c'est bizarre, par curiosité j'ai quand même voulu voir avec qui qu'elle était quoi. Je l'ai un peu suivi, puis bon après elle est allée rencontrer deux messieurs quoi. Et puis bon moi je pensais puisque ça s'était fini un bout de temps, moi j'avais passé les fêtes seul. Ça me posait aucun problème quoi, j'avais aucun. Je me suis dit bon, je suis vacciné, hein, c'est fini quoi, il vaut mieux que ça soit comme ça. Mais quoi. c'est de l'avoir revu qui vous perturbe? C'est uniquement de l'avoir revu, oui. Alors bon, ça m'a mis dans un de ces états, c'était incroyable, hein, ça m'a bouleversé, ça m'a chamboulé, ça m'a évité de dormir pendant 2 nuits, puis la nuit même. Ça nous fait... on est éloigné de 20 km. Oui. Le soir même, pour la première fois, j'ai dû prendre ma voiture pour aller près de chez elle pour voir ce qui se passait. Quoi. Alors j'étais vraiment dans un de ces états. J'ai jamais pensé que ça pouvait me mettre dans un état tel. Quoi. Oui, le fait qu'elle vous ignore et que... Qu'elle m'ignore, ouais, peut-être. Bon. M'ignore peut-être pas. Mais pourtant, la relation avec elle est quand même, c'est compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque cette dame a des troubles. Enfin, c'est même pas lié à vous. C'est bon. Après, je sais pas ce qu'il en est, mais c'est il semble qu'elle se sente persécutée. Alors quand vous êtes dans sa vie, ben c'est vous. Sinon, c'est les voisins qui veulent forcer ses serrures. Enfin, elle semble dire qu'elle subit de la violence réelle ou imaginaire. Peut-être parce qu'elle en a subi de la réelle et qu'aujourd'hui elle imagine subir des violences. Bon, donc vous, la question que vous devriez vous poser, c'est pourquoi vous vous accrochez tant à elle et pourquoi vous voulez tant rendre service, parce que c'est ça aussi. Vous dites tout le temps, c'est si ça peut lui rendre service, ben oui, mais enfin cette relation, vous, elle vous rend pas service, hein. Non, pas du tout, non. Vous, à force de rendre service à cette femme, enfin ou peut-être aux autres, vous vous oubliez complètement. Alors c'est sûr, ouais. Bon, enfin, vous voyez, de l'extérieur, on se dit que vous n'allez pas au devant de ce qui est bénéfique pour vous. Non, pas du tout. Bon. Non. Donc c'est pas... plutôt là-dessus qu'il faudrait réfléchir, parce que là vous tournez un peu en rond. Ouais, c'est sûr. Avec quelqu'un qui, bon, elle, et d'une certaine façon, vous êtes enfermés l'un et l'autre. Elle, dans quelque chose où elle se sent, où elle se sent victime d'agression, où elle, bon, et où vous êtes enfermés un peu ça tourne un peu à l'obsession, cette femme. Alors, que ça soit, si vous voulez, c'est forcément, vous avez eu des sentiments pour elle. Vous avez des sentiments pour elle. Revoir quelqu'un pour qui on a eu des sentiments, c'est ça remue. Hein, toujours, ça bouleverse un peu. Surtout que ce qui a été compliqué, c'est elle a pas eu un comportement là tout à fait normal entre guillemets. C'est-à-dire que elle est pas venue vous voir et échanger quelques mots avec vous. Ouais, elle a fait celle qui ne vous connaissait pas. Mais c'est aussi parce que finalement vous vous êtes quittés de quelle façon en décembre? Bon, on s'était quittés en décembre. On s'était quittés en bon terme, quoi, puisque je l'ai véhiculé tous les jours. Mais disons, l'année dernière, en décembre, on s'est quitté. Ça avait commencé au mois de mars, dès qu'on avait arrêté ensemble, quoi. Alors, non, mais ce que je veux dire, parce qu'on se perd, moi je me perds un petit peu dans vos ruptures, retrouvailles, c'est quand vous vous êtes quitté, là, vous m'aviez dit en décembre, vous ne l'aviez plus revu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a justifié? Juste pour lui dire, quoi, effectivement, l'année dernière, au mois de mars, elle avait décidé d'arrêter. Ça, je vous ai dit. Alors, elle m'a demandé de la véhiculer encore une fois par semaine, chose que j'ai acceptée. C'est-à-dire que j'y étais les mardis soirs, les mercredis matins, je la véhiculais, quoi.
Alors ça a duré un bout de temps, puis après on dormait toujours dans le même lit, quoi, sans qu'il y a quoi que ce soit. Après je me suis dit bon, puisqu'elle veut arrêter, puisque j'ai vu qu'elle avait des problèmes quand même, et puis que ça marchait pas, j'ai dit bon, au fur et à mesure, je vais même plus y aller dormir, quoi. Je vais juste encore y aller les mercredis matins pour la conduire, quoi. J'y vais plus les mardis soirs. Bon. Alors je me suis mis un peu en retrait comme ça, je me suis mis un peu... je me suis dit, tiens, Bon, mais je pense qu'effectivement, le mieux, c'est, oui, vous avez bien fait de vous mettre en retrait complètement. Depuis décembre dernier, vous ne vous étiez pas vus. Le hasard a fait que vous vous êtes recroisés lors de cette exposition. Que vous ayez été remué en la revoyant, ça se comprend, hein, parce que comme je vous le dis, quelqu'un pour qui on a eu des sentiments et quand ça s'est terminé, un petit peu de cette façon-là, sans explication, c'est toujours compliqué. Il faut accepter le fait que oui, pendant 2 nuits, vous ayez du mal. Vous êtes retourné vers elle, de passer devant sa maison. Mais je crois que maintenant, il faut pas, si vous voulez que ça tourne à l'obsession comme ça semble être le cas là, parce que dans cette relation, vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas et il faut peut-être vous dire aussi quand même que cette dame, elle a des problèmes, mais que vous aussi, vous essayez de réfléchir pourquoi vous voulez à tout prix être utile. Parce que finalement, il faudrait plutôt que vous cherchiez à rencontrer quelqu'un qui vous soyez dans une relation un peu plus équilibrée. Vraiment. Ça, c'est sûr, puisque comme je vous avais déjà dit à l'époque, elle gardait également des enfants, où elle était très dure avec les enfants. Dites-moi, si vous vous rappelez. C'est bien un problème. Hein. Elle leur faisait même remanger leur roumi, que je vous avais dit, et puis que c'était vraiment pas ça je me souviens pas du tout. Non, c'était vraiment. Non, mais ça mérite un signalement. Hein. Ouais. Ça, on est dans la maltraitance là. Voilà, on était vraiment un peu des fois un peu à la limite. Hein. Non, mais on n'est pas à la limite là. On y est. Hein. On y est. Non, mais vous me dites ça très tranquillement. On est dans la maltraitance. Ouais, je vous le dis tranquillement puisque je vous en avais fait part la fois là. Oui, non, mais Francis, le problème, c'est que si à chaque fois vous êtes toujours dans le même, voyez, dans le même fonctionnement, je veux dire, moi, je suis pas censée. Vous m'en avez peut-être fait part, et j'ai tellement de, vous voyez, je ne sais pas quand vous m'en avez parlé, mais si vous m'avez fait part de ça, j'ai certainement dû vous dire qu'on était dans la maltraitance et qu'il fallait faire un signalement. Parce que une personne qui garde des enfants et qui déjà les enfants vomissent, ça peut arriver, mais qui leur fait manger, vous voyez là, si les parents savaient ce qui est en train de se passer, enfin c'est très grave quoi là. Ouais, c'est pour ça que je vous avais demandé si c'était normal qu'elle forçait absolument les enfants de manger ce qu'elle. Non mais faisait, cette dame a des problèmes. Mais absolument, ils étaient absolument. Mais vous, ce qui me pose question, c'est que vous soyez autant attaché à quelqu'un qui a un comportement aussi tyrannique. Ouais, on dirait que vous aimez prendre des coups symboliquement. Vous voyez que vous allez au devant. Il faut être un peu maso, comme la première auditrice avait dit hier soir, parce que c'est pour ça que je cherche à comprendre, et puis pourquoi je me suis encore une fois raccroché à cette personne-là. Et pourquoi, moi je pense être vacciné en ne la voyant plus depuis le 23 décembre, tout c'est très bien. Mais moi, là, franchement, ce qui me fait très mal, c'est de me dire que cette femme elle continue à garder des enfants. Écoutez, quasiment, à ma connaissance, là, maintenant, quasiment plus qu'occasionnellement. Même occasionnellement, c'est trop. Ouais. Donc, si vous n'osez pas faire une démarche, parce que j'imagine que vous n'allez pas contacter une assistante sociale ou autre, appelez au moins le 119. Oui. J'en avais fait part parce que j'étais obligé de me faire suivre psychologiquement, chose que j'avais fait, quoi. Puis j'en avais fait part à la personne, quoi, à ma psychologue, quoi.
Oui, mais c'est pas la psychologue qui fera forcément un signalement, parce que si elle n'a pas les coordonnées de cette dame, son nom et son adresse, elle peut pas le faire. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous appelez le 119, vous donnez, vous pouvez rester anonyme et vous donnez parce que vous pouvez faire un signalement en restant anonyme. Vous donnez son nom et son adresse en disant qu'elle garde des enfants et ce à quoi, et qui a eu ce problème-là. Ouais, parce que c'est effectivement avec certains parents ça s'est mal passé, avec certains autres ça passait, et des autres ils ont repris leurs enfants, quoi. Bon. Enfin, écoutez, je crois qu'il faut que vous continuez à vous faire aider, parce que c'est vrai que la question, c'est pourquoi, effectivement, vous restez auprès d'une femme qui, comme le dit Monica, est si toxique pour vous, et pourquoi vous ne fuyez pas au lieu de rester comme ça. Ça doit évoquer des choses dans votre histoire, et c'est vraiment important de creuser par rapport à votre histoire. Bon courage, Francis. Et appelez vraiment le 119. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Europe 1. Je reviens sur le témoignage de Francis qui nous parlait de cette femme qui était nourrice, qui gardait des enfants. Ça rejoint, et donc Francis nous disait que elle forçait les enfants à manger. Du coup, certains enfants vomissaient, qu'elle leur faisait manger leurs vomis. Ça rejoint ce qu'on a entendu, dans l'actualité, ce bébé qui avait été hospitalisé parce que la nourrice lui donnait un anxiolytique. On se dit, il y a quand même des cas comme ça. Ça devient assez angoissant. De se dire à qui on fait garder ses enfants, par qui on fait garder ses enfants, quand on entend de tels cas. Donc, quand on en a connaissance, on se doit, là, il y a un devoir de signaler, quoi. Donc, il faut savoir qu'en appelant le 119, on peut garder l'anonymat. Parfois, on a une culpabilité, se dire peut-être que je ne suis pas certain, je ne veux pas dénoncer quelqu'un parce que j'ai entendu parler, je ne suis pas certain de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu. Mais il ne s'agit pas, si vous voulez, après il y a une enquête qui est mise en place. Voilà, vous n'êtes pas là, chaque citoyen se met pas, on n'est pas là en tant que procureur, mais il y a une enquête qui se met en place, les services sociaux vont voir, et si les faits ne sont pas avérés, ben voilà, il y a pas de souci, il y a pas de problème. Il vaut mieux signaler à tort que laisser des enfants dans des situations de maltraitance avec toutes les séquelles que ça va laisser, et parfois même on sait que certains enfants vont avoir des conséquences à vie. Certains perdent la vie d'ailleurs, malheureusement. On va accueillir désolée mais pour cet aparté, mais j'ai travaillé auprès d'enfants maltraités. C'est un sujet qui me touche toujours profondément. Bonsoir Xavier. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous rejoins tout à fait sur le problème de Francis. Francis est adulte, il peut se retirer de l'histoire, mais les enfants sont confrontés et n'ont pas vraiment le choix. En fait. C'est exactement. Vous avez dit, vous voyez, parfois je suis sur ces sujets-là, l'émotion me submerge beaucoup, et vous avez tout dit. Effectivement, un adulte a toujours le choix de partir, de quitter une situation une relation qui est toxique pour lui. Un enfant ne peut pas. Ouais, donc c'est aux adultes autour de faire en sorte de protéger l'enfant. Exactement. Moi je vous appelais, merci de me prendre de votre Mais je vous en prie. Je vous appelais par rapport à un problème de paternité et de maternité finalement. Oui. Ma femme vient de découvrir, mon amie vient de découvrir qu'elle avait un diabète. En fait, elle a découvert, c'est un bien grand mot, elle le savait je pense depuis relativement longtemps, mais elle n'avait rien fait. Et du coup, on a vu plusieurs médecins finalement. Elle s'est retrouvée en urgence après un malaise dû au diabète finalement. Oui. Et le premier médecin directement aux urgences nous a dit pas d'enfant. Oui. Et ensuite, en voyant notre médecin traitant, qui nous a redit la même chose, pas d'enfant, surtout pas d'enfant. Ah bon?
à cause du diabète en fait. Oui, oui, oui. Il est tellement important. Elle est insulinodépendante. Mais non, pas du tout en fait. Elle n'est pas insulinodépendante, mais simplement elle a mon diabète de type 2, Oui, simplement avec des médicaments. oui. On peut pas être enceinte, ce serait vraiment très très dangereux pour l'enfant finalement. Ce serait très compliqué finalement. Et vous n'avez pas d'enfant encore. L'enfant. Ah, je vous entends plus bien, pardon, Xavier. excuse-moi. Oui. Du coup, on aurait bien voulu en avoir finalement. Oui. Du coup, là, tout sert finalement, puisque avec un diabète, même en type 2, a priori, les médecins nous indiquent que ce sera un traitement à vie. Et donc, finalement, il faut vraiment qu'on se protège. Attendez, on a un problème de réseau, Xavier. On vous entend pas. On va ne raccrochez pas. On va vous reprendre en antenne parce qu'on ne vous entend plus là. On a un souci de réseau. On va essayer de régler ça et on va accueillir Livia. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Livia. Bonsoir. Bonsoir. Oh, il y a des soirs. Il y a des soirs. Il y a des soirs. Eh bien, il y a des soirs. Vous voyez, il y a des soirs où c'est le direct. Hein, et Fifi est en train de me dire on a un problème de réseau avec Xavier. Oui, on s'en était aperçu. Et Livia, je sais pas, c'est quoi Fifi, un problème de quoi? Je sais pas, il y a des mauvais karmas, hein. Bon, Xavier, alors, on va réessayer avec vous, hein. Je sais pas. Fifi me dit reprends Xavier parce qu'il est là, mais je doute que on ait réglé votre problème de réseau. Mieux vaut en rire. Est-ce que vous êtes là, Xavier? Je vous entends très mal. Ah oui, non, mais oui, mais nous aussi, hein, ça va pas être possible. Là. Bon, c'est curieux parce que quand vous étiez au standard, qu'est-ce que vous faites? Vous avez bougé ou pas? Non, je n'ai pas bougé. Non, mais là c'est pas possible, hein, parce que on vous entendait bien vraiment et là il y a vraiment ça ne passe plus du tout. Okay. Vous avez la voix de... C'est ce que me dit Brigitte, vous leur faites peur ce soir? Non, j'espère pas que je vous fais peur quand même. Non, mais si je pouvais juste... Ah, ça y est, on vous entend. Ne bougez plus. Oui. Demandez à vos éditeurs ce qu'ils en pensent. Moi, j'ai pas une grosse expérience là-dessus. Est-ce que quelqu'un qui est diabétique ne peut vraiment pas avoir d'enfant? D'accord, des témoignages au 39-21. Parce que j'ai entendu plusieurs. Les médecins disent non. J'ai entendu des infirmières qui disaient c'est possible en maigrissant, en perdant du poids, en faisant attention au régime alimentaire, etc. Et alors, est-ce que on peut en parler au 39-21, avoir des témoignages? Elle a été diagnostiquée là récemment. Elle a vu un médecin urgentiste, puis votre généraliste. Est-ce que elle a vu un endocrinologue depuis? Pour l'instant, non. C'était prévu que ça devait se faire très très rapidement. Puis finalement, moi j'habite vraiment dans la campagne et à l'hôpital de campagne, ils n'ont pas estimé que c'était très urgent. Donc il y avait un rendez-vous qui était prévu normalement demain, qui a été repoussé au 3 octobre, avec un diabétologue en fait, un spécialiste. Et du coup, on attend la réponse, mais a priori déjà 2 avis qui sont négatifs. Et puis du coup, moi ça me ferme beaucoup de portes parce que je travaillais beaucoup avant, je partais 3, 4, 5 semaines de suite et j'avais réduit mon rythme à partir une semaine de suite et puis être tous les week-ends à la maison pour essayer de construire finalement une vie de famille, ce qui était mon projet au départ. Et là, du coup, ça ferme beaucoup de portes, quoi. Parce que si vous voulez...
Bon, moi, n'étant pas médecin, je me prononcerai absolument pas sur le sujet. C'est vrai que je suis toujours un petit peu réticente à lancer ce genre de débat parce qu'après, on a chacun peut nous faire part de son expérience un peu sur les forums, où chacun nous livre. Mais quand il n'y a pas de point de vue de spécialiste, c'est délicat parce que moi, j'aime pas. Si vous voulez, je peux pas rectifier le tir s'il se dit des choses fausses. Donc, je crois qu'après, il faut voir un endocrinologue pourra vous dire ce qu'il en est. Si cette histoire, je sais que par exemple il y a des femmes qui peuvent développer un diabète au cours d'une grossesse et ça c'est toujours problématique par rapport au bébé, au fœtus. Bon, là vous avez quand même 2 médecins qui vous disent que c'est problématique, qu'il faut pas prendre le risque. Ce sont quand même des médecins qui vous disent ça. Maintenant, peut-être qu'effectivement il faut voir à quoi est dû ce diabète et si peut-être votre femme ça peut se résorber. Je ne sais pas ce qu'il en est. Vous voyez, il faut prendre vraiment l'avis d'un spécialiste, d'un suivi. Quel âge a-t-elle ? 35, elle va avoir 35 ans au mois d'octobre. D'accord. Très jeune. Et puis, oui. Moi, la question qui se posait aussi, c'est j'avais vraiment un désir d'enfant, elle aussi finalement. Bah oui, je comprends. Et moi, j'ai 32 ans, et puis je me ferme toutes les portes de la vie de famille, là maintenant à 32 ans. C'est finalement comment accepter psychologiquement ce fait-là. Mais écoutez, alors vous voyez, on a de la chance quand même. Je me disais non, c'est un soir comme ça placé sous je sais pas, c'est pas pourtant pas un soir, un mauvais jour, mais pas du tout. On a Catherine qui est avec nous et je le remercie, qui est médecin, qui est diabétologue. Donc je vous propose qu'on l'accueille ensemble. Xavier, bonsoir Catherine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Je suis très étonnée de ce que vous dites. Je suis très étonnée qu'on ait dit à une jeune femme diabétique qu'elle ne devait pas avoir d'enfant. C'est très étonnant. C'est un diabétologue qui vous a dit ça ? C'est à l'hôpital Lariboisière à Paris. Le premier médecin qui l'a traité m'a expressé vraiment, il m'a dit pas de premier médecin diabétologue. Le premier médecin qui l'a traité. Pas de nom de médecin. Non, pas de nom. Mais je connais pas son nom d'ailleurs. Mais simplement qu'il a traité aux urgences quand elle a eu son malaise. Ça n'est pas un diabétologue. Tout à fait. Bon, le médecin traitant qui a dit ça aussi. La première chose, la première démarche à faire quand on devient diabétique, c'est faire connaissance avec son diabète en faisant connaissance avec un diabétologue. Ouais. Et un diabétologue pourra vous parler de votre femme et pourra lui parler à elle en faisant connaissance avec elle et avec son diabète et avec vous. Ouais. Parce qu'il est extrêmement rare qu'on demande à quelqu'un de ne pas avoir d'enfant à moins qu'elle ait des complications déjà très ennuyeuses du point de vue ophtalmique. Mais le fait d'être diabétique, a priori, n'empêche pas d'avoir un enfant, ou 2, ou 3, ou 25. C'est Simplement, il faut que son diabète et elle-même ait fait la paix. Ouais. Il faut que son diabète soit bien équilibré, qu'elle aille bien, qu'elle se prenne bien en charge. Et elle a déjà des médicaments, non pas encore. Elle a déjà des médicaments pour l'instant qui ont été donnés par les par urgences. le médecin urgentiste. Bon, il faut absolument prendre rendez-vous avec un diabétologue. C'est la première démarche à faire. Là, c'est ce qui arrive le 3 octobre, en fait. Il y a rendez-vous, ça a été repoussé du 20 septembre au 3 octobre. Et du coup, là, on attend impatiemment le rendez-vous du 3 octobre, finalement. Avec un diabétologue. Avec un diabétologue. À la Ribe. À la Riboisière. À la Riboisière, non, puisqu'on n'y est pas resté, nous, parce que, en fait, elle a eu un malaise quand on était sur la route. Il y a d'excellents diabétologues à la Riboisière. Où est-ce que vous... oui, j'en doute pas, mais nous, on ne pouvait pas rester sur Paris, puisque monsieur, on habitait sans pas là. rester, on aurait pu vous donner un rendez-vous en externe avec un diabétologue de la Riboisière. Elle était déjà traitée en diabétologie. En fait, elle est rentrée aux urgences, et puis ensuite, elle est passée en diabétologie à la Riboisière. Ah bah très bien. Et simplement, ils n'ont pas pu finir le constat, si vous voulez, puisque moi j'étais dans l'obligation de repartir. Quel constat? Nous ne sommes pas à la préfecture de police, monsieur. Le terme était mal choisi. Mais, si vous voulez, elle est rentrée aux urgences un samedi,
Oui. Et en fait, moi, on devait juste récupérer ses beaux-parents. Ma femme est allemande. Oui. Et ses beaux-parents allemands venaient nous rendre visite Ah, ça explique. en France, et je venais les chercher Gare de l'Est pour les ramener dans ma région, qui sont les Pays de la Loire. Et D'accord, elle a donc vous habitez où? On habite du côté d'Angers, nous. Oh, mais à Angers, il y a un remarquable service de diabétologie. Ah, bah, Oui, mais le problème, c'est qu'on n'habite pas tout à fait à Angers, on habite à Saumur, pour être très exact. Ah, Saumur. Oui. Eh ben écoutez, vous avez rendez-vous avec un diabétologue de toute façon. Bah là, pour le coup, oui. Mais le diabétologue n'a pas eu le temps, et finalement, ils nous ont laissé sortir de la Rivoisière à condition qu'on aille directement à l'hôpital de Saumur sur rendez-vous. Et quand je me suis présenté avec elle à l'hôpital de Saumur, ils n'ont pas pris la chose très très au sérieux. Ils nous ont premièrement donné un rendez-vous au 20 septembre, qu'ils ont reculé au 3 octobre. Oui, mais elle a déjà un traitement. Elle a déjà un traitement, oui. Donc elle est hors de danger. Pour l'instant, elle est hors de danger, oui. Bon. Elle a appris à se piquer le bout du doigt? Oui, ça, on le fait très régulièrement, oui. Bon. Oui. Et elle est bien équilibrée? Bah, ça fait une semaine, en fait, qu'elle est bien équilibrée. Mais vous voyez, tout arrive. Oui, ça. Moi, je suis persuadée que vous aurez des enfants que vous aimerez très fort. Ah, écoutez, qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que c'est agréable de vous entendre. J'ai aussi bien vos propos que votre voix. Vous avez une voix terriblement apaisante, hein, Catherine. Je crois qu'il ne faut jamais dire jamais. Non, mais déjà, ça fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, Xavier, ça fait un bien fou de vous entendre. Et vous avez une voix en plus, vraiment. C'est la mienne. Ben, c'est la vôtre, mais vous devez faire beaucoup de bien à vos patients, parce que vous avez une voix très, très apaisante. Ça fait du bien mutuellement. Docteur, c'est ce que dit Sergio, hein, qui dit, oh là là, quelle voix, docteur, là, il est prêt pour une consultation. Oh non, je ne souhaite pas d'être diabétique. Mais vous savez, la diabétologie, c'est une route que l'on partage. C'est-à-dire que votre femme et son diabétologue seront des compagnons de route avec vous à côté. Vous allez partager cette route du diabète, la partager donc à 3, et puis la réussir, et vous aurez des enfants, quand vous aurez choisi, en accord avec votre diabétologue et votre diabète. Il faut faire la paix avec le diabète, avant de dire jamais. Alors effectivement, il y a des conditions, c'est-à-dire pour avoir un enfant, il faut être bien équilibré, il faut bien se prendre en charge, et puis ensuite, les médicaments par voie orale sont impossibles quand on est enceinte, donc on apprendra à votre femme à absorber de l'insuline, puisque c'est une condition importante pendant la grossesse. Donc pendant la grossesse, votre femme absorbera de l'insuline, elle ira bien, il faudra que sa grossesse soit bien surveillée, et si vous êtes près d'Angers, donc elle accouchera à l'hôpital d'Angers, j'imagine. Mais je ne crois pas qu'il faille dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais, sauf si, bien sûr, elle a des complications ophtalmiques importantes. Ça n'est pas le cas. Enfin, C'est le cas. Oh, on vous entend très mal. Excusez-moi. vous avez rebougé. Alors, écoutez, en tout cas, on va accueillir, parce que ça, Marion est avec nous également au 3921, et vraiment ça conforte complètement ce que vous nous dites, hein, Catherine, c'est que Marion a eu des enfants en étant diabétique. Je vous remercie infiniment, Catherine, d'avoir réagi aussi rapidement. Oui, parce que, voyez-vous, quand j'ai entendu ça, malgré mon grand âge et mon arthrose, je me suis roulée par terre. Ah, écoutez, ne cassez pas le mythe, parce que franchement, il y a Eridan qui dit, si tous les médecins avaient cette voix et cette pondération, moi je tomberais malade au téléphone. Ah non. Ouais. Ah, ouais, non mais vraiment, hein, non mais c'est tout le monde est sous le charme là. Ah non, il voyez, faut pas. Il faut surtout que votre épouse, monsieur, prenne soin d'elle. L'important, c'est elle, vous, le bébé, le diabète. Bon, voilà. On a un souci, je crois qu'on a un souci. Heureusement, de toute façon, vous l'aurez compris, ce soir avec le téléphone. Mais si c'est qu'avec le téléphone, c'est pas très grave. Parce que qu'il y a une sorcière dedans. Ah, mais c'est donc ça. Moi, je l'ai vu, il y a une sorcière dedans. Ah, mais c'est donc ça. Mais c'est vrai, la nuit, il y a toujours des monstres qui rôdent comme ça, qui nous empêchent. Il y a des ombres dans les téléphones. Mais oui, la nuit, c'est le royaume des sorcières. Voilà. C'est pour ça qu'on est là, pour éloigner les sorcières. Mais ce soir, on a un peu de mal.
Bon, pourtant, je vais vous on a laisser avec vos sorcières alors. Mais pourtant, non, écoutez, Fée Catherine, revenez quand vous le souhaitez, parce que vous nous avez fait beaucoup de bien. Donc je vous dis à bientôt. Il ne faut jamais dire jamais. Il faut essayer d'abord de comprendre, mais on n'a pas le droit de donner des dictates et des sentences. Surtout sur ce plan-là, c'est terrible. Surtout une jeune femme qui ne va pas bien, qui est émue. On n'a pas le droit, c'est pas possible. C'est-à-dire, vous voyez, moi, c'est pour ça que je vous remercie vraiment, parce que n'étant pas médecin, je ne peux pas me prononcer. Et c'est vrai que Xavier me disant, deux médecins disant non, pas possibilité d'avoir d'enfants, malheureusement, parfois, il y a de véritables contre-indications médicales. Il est possible que, en ce moment, il ait peut-être un diabète mal équilibré, mais on ne doit jamais dire jamais. On doit demander, elle va demander à son diabétologue comment avoir une grossesse sereine. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. À bien. Au revoir. Bonsoir Marion. Bonsoir. Bonsoir. Je suis comme Catherine lorsque j'ai entendu le témoignage de votre auditeur précédent. De Xavier, je me suis un peu roulée par terre. Oui. Je suis moi diabétique de type 1, donc c'est pas tout à fait le même diabète parce que je suis insulinodépendante. Traitée par pompe à insuline, donc avec un système un petit peu particulier. Oui. Mais je me pique également le bout du doigt 6 à 8 fois par jour pour connaître mon taux de glycémie et voir s'il est bien équilibré. J'ai 3 enfants, 2 nés lorsque j'étais complètement sous diabète. Oui. Et mon aîné est né, j'ai eu un diabète gestationnel, donc un diabète découvert au cours de la grossesse. Oui. Mes 3 enfants vont très bien. La seule chose, comme le précisait Catherine, c'est qu'il faut que le diabète soit extrêmement bien équilibré avant et au cours de la grossesse. Oui. Mais pour cela, on a une éducation qui est faite à l'hôpital et une conscience de maman fait en sorte que l'on soit équilibré et toujours en parfaite santé au cours de nos grossesses, tout simplement. Donc il ne faut absolument pas qu'ils s'inquiètent. Les diabétiques ont des enfants en bonne santé et ont des enfants qui ne sont pas diabétiques, ce qui est important aussi. Oui, c'est important. Oui. Voilà. Oui, c'est important. Oui, vous en avez 3. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Catherine, vous pouvez en avoir 1, 2, 3, 25. Enfin bon, c'est ça, c'était pas limité, parce que parfois il peut y avoir des pathologies, on dit non, pas plus de 1 ou 2 enfants. Bon, là, non, c'est... Là, ce n'est pas le cas. Mais alors, on a beaucoup d'appels maintenant qui arrivent. On a aussi, on a Denise qui dit j'ai eu au printemps un superbe arrière-petit-fils alors que sa mère est diabétique. Elle était très bien suivie. Le bébé, la maman se porte très bien, nous dit Denise. Il y a Liliane qui dit je suis diabétique de type 1. J'ai eu une fille, tout s'est bien passé. Elle dit à Port-Royal, il y a un service entier de femmes diabétiques enceintes qui se soignent. Alors comment des médecins ont pu dire ça? Et surtout en 2012. Nous serions au 19e siècle, ça se comprendrait. En 2012, c'est absolument aberrant, surtout qu'on travaille ardemment à essayer de contrer le diabète par diverses façons. Donc c'est vraiment absolument inadmissible. Et faire peur aux gens pour rien et c'est-à-dire que ça déstabiliser à un moment où on est déjà un petit peu déstabilisé. Donc c'est-à-dire qu'on se dit que certainement que ces médecins n'ont pas voulu faire peur pour faire peur, mais ça traduit que ça révèle un manque d'information, je pense. Réel et c'est effarant. Alors bon, personne n'est, on peut toujours, personne n'est parfait, mais c'est vrai que là c'est quand même préoccupant, quoi. Quand on n'est pas sûr, on demande, On n'est pas catégorique. On n'est pas catégorique, exactement. Il y a Céline aussi qui dit, moi j'ai une collègue diabétique, elle a 2 enfants, elle a eu 2 enfants une fois que son diabète a été stabilisé, elle fait partie d'une association et tout se passe bien. Enfin maintenant on a beaucoup de témoignages qui arrivent au 39-21. Il y a Morgane qui dit effectivement il faut que la grossesse soit suivie médicalement. On m'a toujours dit moi que c'était possible. Morgane a 36 ans. Bon, voilà, donc Xavier, on a un petit problème de réseau avec lui, mais je pense qu'il s'est rebranché sur la radio et que entre les informations très rassurantes données par Catherine, donc qui est diabétologue, plus votre témoignage Marion et tous ceux que je viens de lire, je pense qu'il
vont passer une nuit beaucoup plus douce et beaucoup plus apaisée. Oui, avec son épouse. Hein. Et puis j'espère que quand ils pourront, que tout ça sera plus stabilisé, apaisé, qu'il y aura peut-être un bébé en route, on sera les premiers. Enfin les premiers, peut-être pas les premiers, mais on en sera informés, peut-être, je l'espère. Voilà. Pour eux également. On leur souhaite en tout cas. Merci beaucoup Marion d'avoir appelé. Bonne nuit à vous. Bonne nuit, au revoir. Au revoir. Coldplay, Charlie Brown. Un petit message de Noël de Colmar qui dit: ma fille est diabétique et elle a eu une petite fille qui est en très bonne santé. Allez, promis, dès que j'espère, il y aura une question peut-être d'ordre médical qui sera soulevée, même si c'est pas le lieu, c'est avec Jean-François Lemoine le week-end que vous pouvez aborder les questions d'ordre médical. J'espère que la bonne fée, le docteur Catherine, nous rappellera, parce que vous êtes tombé sous le charme. Sergio dit vraiment: docteur Catherine, rappelez quand vous voulez. Eridan dit: c'est la Juliette Gréco du corps médical. First Lisa dit: quel charme et zénitude. Allez, on va retrouver Livia, puisque vous avez fait une fausse manip tout à l'heure. Ah oui, je pense, oui. Bon. Bonsoir. Bonsoir Livia. Voilà, en fait, je vous appelle parce que, pour faire simple et concis, oui. je suis très jalouse. Oui. Voilà, donc je suis en couple avec quelqu'un depuis 4 ans. Oui. Il y a 1 an et demi, on s'est séparés un peu, enfin quelques temps. Et on s'est séparés 5 mois. Et entre-temps, j'ai décidé de partir de notre ville d'origine. Et donc je suis partie. Et puis mon ami est revenu. Et à ce moment-là, j'ai accepté qu'on se remette ensemble, sauf que on devait vivre une relation à distance. Et depuis, je suis vraiment empoisonnée par la jalousie. Oui. C'est là que vous vous imaginez, vous imaginez toujours le pire, qu'il vous trompe, c'est depuis que vous vivez cette relation. Enfin, c'était déjà avant cette relation à distance. Alors avant cette relation, j'étais déjà jalouse. D'accord. Possessive et voilà, mais je dirais pas que j'étais jalouse, possessive au point de l'interdire, par exemple, d'avoir des amis, ou au point de l'interdire de sortir. Là-dessus, je le laissais faire sa vie comme il l'entendait. Mais en fait, je manquais beaucoup de confiance en lui et en moi. Oui. Aujourd'hui, donc depuis qu'on s'est remis ensemble, j'ai l'impression que je réalise je réalise un peu plus qu'il ne me trompera sans doute pas. Mais il y a toujours ce doute qui subsiste en moi. Et même si j'ai du mal à imaginer qu'il puisse concrètement me tromper, il y a toujours cette part, cet infime pourcentage qui ressurgit et qui me fait dire il faut pas non plus que tu fasses trop confiance parce que on sait jamais. On sait jamais. Il peut toujours t'arriver quelque chose, il peut tomber sur une fille mieux que toi, il peut se rendre compte que finalement t'es pas si bien que ça. Voilà. C'est surtout ce genre. Pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas si bien que ça ? Parce qu'en fait, quand on s'est séparés, c'est parce que donc ça faisait 2 ans et demi qu'on était ensemble et ça se passait pas bien du tout parce que moi j'étais déjà j'avais pas confiance en lui et puis j'ai un caractère assez affirmé et difficile et donc il est parti en gros parce que il arrivait plus à gérer. Et il me disait je t'aime mais je ne peux pas rester avec toi parce que tu m'étouffes et c'est plus vivable. C'est insupportable, moi je peux plus. Et donc il est parti pendant 5 mois, silence radio des 2 côtés. Et puis un jour il est revenu, il m'a dit écoute, je peux pas, je veux revenir avec toi et puis on verra bien comment ça va se passer. Je vais faire le maximum pour que ça se passe bien et pour mieux te comprendre, pour être plus patient, etc. Et bon, ça fait un an maintenant qu'on est de nouveau ensemble.
Et ça se passe bien, enfin entre nous ça se passe beaucoup mieux qu'avant, on est beaucoup plus complices. Quand on se retrouve justement, la distance a un effet paradoxal, à la fois elle m'angoisse quand je suis loin, et en même temps j'ai l'impression qu'elle nous rapproche, parce que quand on se retrouve, c'est génial quoi. On se prend, c'est très rare qu'on se dispute. Mais intérieurement, moi par contre, je me ronge toute seule intérieurement. Oui. Et ça, j'ose pas lui en parler parce que justement, vu qu'on a retrouvé une sérénité, je dirais, j'ai pas envie de la gâcher alors que j'ai pas de preuves concrètes de ce que je m'imagine. Mais c'est déjà une bonne chose parce que, c'est-à-dire que vous arrivez à faire la part des choses. Vous vous rendez compte que le malaise vient beaucoup de vous. Quand vous dites que vous n'avez pas de preuves concrètes de ce que vous imaginez, que le problème vient de votre imagination, que ce n'est pas dans la réalité. Vous dites au fond qu'il n'y a pas de... Ce garçon, il ne vous trompe pas, vous ne pensez pas qu'il vous trompe, mais que c'est vous qui vous faites plutôt des films, parce que vous êtes, vous l'avez dit, terriblement jalouse. Parce que vous avez du mal à faire confiance, vous dites en lui, mais surtout en vous. Et on va y revenir parce que la jalousie, c'est un poison terrible dans le couple. Donc, on va continuer à en parler ensemble, Livia. Ça sera tout de suite dans quelques minutes après le journal. Hein. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21 pour nous parler de vous, mais aussi pour réagir à un témoignage si celui-ci vous touche ou si vous pensez pouvoir apporter votre soutien à un auditeur, à une auditrice. Vous pouvez également le faire par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors nous sommes en compagnie de Livia. Livia, donc vous souffrez de jalousie et vous avez un peu peur que finalement ça mette en péril, enfin c'est ce que vous aviez dit au standard, votre relation de couple, alors que vous prenez sur vous pour ne pas en faire part à votre compagnon avec qui vous êtes depuis 4 ans. Parce que ce que je trouve déjà plutôt positif, c'est déjà que vous n'êtes pas dans le déni de cette jalousie. C'est-à-dire que vous pourriez dire, vous savez, les jaloux vraiment pathologiques ne reconnaissent pas leur jalousie, disent qu'ils ont véritablement des raisons de l'être et qu'ils accusent l'autre de tous les torts, alors que souvent il y a des formes de jalousie, ils ne font que projeter leur propre désir de jalousie. Bon, et puis vous prenez sur vous pour ne pas faire part de vos tourments à votre compagnon. Donc finalement, vous souffrez beaucoup de ça. Oui. Hein? C'est justement pour ça que je souffre, parce que oui. Parce que lui ressent bien que quelque chose me tracasse, donc il m'en parle, il me rassure, il me rassure, il s'énerve jamais. Bon. Mais je dirais que c'est jamais moi qui aborde le sujet. Et puis même quand on en parle, j'essaye de pas trop montrer l'ampleur de mes angoisses, quoi. Je lui dis juste que voilà, j'ai un petit peu peur, parce que si vous voulez, c'est des études, on fait tous les deux des études assez poussées. Oui. Quel âge avez-vous ? Moi j'ai 23 ans et lui il en a 24. D'accord. Et en fait, lui, donc il est parti pour des études très très longues. Et donc dans sa promo, dans sa nouvelle promo par exemple, il y a une jeune femme qui est arrivée. Et puis quand j'ai vu sa photo
sur un réseau social, je me suis dit, elle, c'est sûr, c'est ton genre de fille, tu vas forcément tomber sous le charme. Vu, déjà, elle fait de bonnes études, donc elle doit être assez intelligente. En plus, elle est jolie, etc. Donc forcément, tu vas tomber sous le charme. Je sais en plus que c'est ton type de fille, etc. Vous voyez, c'est ce genre de réaction que j'ai en fait. Oui. Et je sais que moi je me sens vraiment gamine quand j'ai ce genre de réaction. Oui, je me trouve nulle, quoi. Mais je peux pas m'en empêcher, et surtout je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a toujours 1 ou 2% de risque que j'imagine. Mais bien sûr. Mais alors. C'est ce que je vais vous répondre ne va pas vous rassurer. Bien sûr que le risque existe. Bien sûr que des filles jolies, intelligentes, il y en a beaucoup. Pour autant, vous, Livia, vous êtes unique. Et c'est vous qui l'a choisi et qui l'aime. Le problème, c'est que vous avez peur qu'il se rende compte qu'au fond, vous n'êtes pas vraiment bien ou que... C'est important ce que vous avez dit tout à l'heure. Comme si derrière cette apparence que vous lui offrez, comme si derrière cette jeune femme, il y avait des choses, des parts d'ombre comme ça qu'il fallait dissimuler, cacher. Alors justement cette jalousie, et qui allait l'éloigner de vous. Alors de fait, la jalousie, c'est un véritable poison. Mais il y a vous qui ne vous aimez pas, il y a vous qui doutez de vous, il y a vous qui avez qui n'avez pas confiance en vous. Le problème, il est surtout là. Et finalement, vous pensez que les autres femmes, elles sont des rivales. Oui, c'est ça. Hein ? C'est-à-dire que et c'est là où vous vous sentez petite fille. C'est intéressant. Vous avez dit vous vous sentez comme une petite fille. Alors petite fille avec. Est-ce que petite fille, vous étiez en position de rivalité avec une sœur, avec qui vous auriez pu être en position de rivalité enfant ? Alors moi, j'ai des sœurs. Je suis l'aînée. D'accord. Et je me suis jamais sentie en rivalité avec mes sœurs. En rivalité vraiment dans le sens fort, mais par contre c'est vrai que je me suis sentie délaissée à partir du moment où ma sœur cadette est née en fait. D'accord. Je pense que j'ai dû me sentir délaissée. J'étais petite, j'avais 4 ans, on a 4 ans d'écart, et je pense qu'à partir de ce moment-là j'ai dû me sentir un petit peu délaissée par mes parents. Et puis d'autre part, avec les autres fillettes, déjà enfant, j'ai eu beaucoup de soucis en fait avec les filles en général, et ça jusqu'à très tard, jusqu'à un âge très avancé. Qu'est-ce que vous aviez comme souci avec les en fait, filles ? quand j'étais enfant, j'ai eu pas mal j'ai eu des soucis de poids. J'étais assez ronde, et du coup, on se moquait beaucoup de moi. Et très tôt, je me suis sentie inférieure aux autres enfants, aux autres filles. Et ensuite, durant ma scolarité, j'étais assez douée. Enfin, j'avais de bons résultats. Et en fait, j'ai jamais réussi à m'entendre avec les filles. Soit je les trouvais mieux que moi, soit elles me trouvaient trop prétentieuse, trop intelligente, trop sérieuse. Des deux côtés, j'ai l'impression qu'il y a eu un rejet. Moi, je les ai rejetées, et elles m'ont rejetée. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à me faire de vraies amies filles. J'en ai, mais j'ai eu beaucoup de mal. Et j'ai toujours ressenti une part de rivalité de ma part. Je le ressens, je reconnais. J'ai vraiment longtemps jalousé les filles parce que je me sentais toujours inférieure à elles. Et en grandissant, j'ai l'impression qu'on me jalouse aussi. Enfin, c'est pas une impression, on me l'a déjà dit clairement Aujourd'hui, vous n'avez plus ce problème de poids. Vous les impressionnez. Moi, on m'a déjà dit que j'impressionnais, Oui, vous êtes une jolie fille. Je sais que les hommes me trouvent... Oui, j'entends que c'est difficile. Vous avez parfois c'est difficile de répondre soit à toi-même à cette question, mais vous plaisez.
Vous voilà, plaisez aux hommes, mais après tout, bon, c'est ça, vous n'osez pas répondre. C'est là où finalement, parfois, il est possible de porter un regard objectif sur soi-même et dire que voilà, vous savez que vous plaisez, mais le problème, bien que plaisant, vous plaisez aux hommes, ce qui suscite de la rivalité, de la jalousie chez les filles. Vous avez gardé en vous cette image de petite fille qui s'est sentie délaissée, de petite fille ronde qui a été victime de moqueries, de sentiments d'humiliation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout? J'imagine que vous n'êtes plus ronde aujourd'hui. Non, j'ai plus aucun souci de ce côté-là. Mais pourriez être ronde d'ailleurs et très jolie, mais j'imagine que vous faites attention à votre poids, non? Je fais attention. Vous n'avez pas besoin de faire attention. Disons que voilà, j'ai envie de rester mince parce que j'ai galéré étant petite, donc je préfère rester mince maintenant. Mais c'est vrai que moi, j'arrive pas. Je sais que je plais, mais moi, personnellement, je n'arrive pas à me plaire. Oui, mais oui. Et pourtant, paradoxalement, je sais que je sais me mettre en valeur. Mais je n'arrive vraiment pas à me convaincre que je suis vraiment jolie. En général, quand un homme me regarde ou quand un homme me fait un compliment, je réponds même pas, en fait. Je ne dis même pas merci ou je ne réponds pas. Ça m'étonne. Je me dis, c'est peut-être quelqu'un qui, en fait, oui, mais je vous crois. Il a pas eu quelqu'un depuis très longtemps et du coup, c'est un compliment qu'il lance comme ça. Enfin, j'ai beaucoup de mal à vraiment me convaincre moi que. Oui, mais il y a de très jolies filles, de très belles femmes qui contrairement à ce qu'on pense, n'ont pas du tout confiance en elles. Et beaucoup d'hommes même n'osent pas les aborder en disant elles sont forcément très sollicitées, ça va pas être possible, je vais me prendre un vent. Alors que pas du tout, parce que la confiance en soi ne vient pas ne tient pas lieu de l'apparence, mais de l'histoire que l'on a eue, du regard que l'on a porté sur nous. Vous voyez, c'est pas lié à une question d'apparence sur vous. Il y a quelque chose dans ce que vous dites un manque d'estime de vous-même, et finalement quand vous vous sentez démunie comme ça et en concurrence avec d'autres filles, il y a de cette petite fille que vous avez été qui s'est sentie délaissée au moment de la naissance de ses petites sœurs, de sa petite sœur. Et c'est vrai que la jalousie à l'âge adulte peut avoir différentes causes, et souvent ça renvoie à tout ce qui a pu être vécu comme un abandon. Donc alors ça peut être effectivement la naissance mal vécue d'un frère ou d'une sœur. Ce sentiment d'être délaissé à l'âge adulte peut faire que après on éprouve comme ça une jalousie dès que finalement l'autre ça réactive ce manque, si vous voulez. Ou ça peut plonger, voyez, des racines dans des séparations, donc c'est pour ça que ça sert à rien de rassurer. Voyez, quand on a quelqu'un de jaloux, vraiment d'essayer de le rassurer, de donner des preuves, vraiment, parce que il est important d'en parler comme vous le faites, et peut-être je vous dirais vous êtes très jeune en plus, hein, donc d'avoir peut-être quelques séances de thérapie pour pas rester avec cette souffrance, parce que c'est une souffrance. En fait, j'ai déjà été suivie par des psychologues, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir. Alors ça se trouve, ça a tout à voir, mais si vous voulez, en fait, j'ai été victime d'attouchement enfant, peu de temps après la naissance de ma sœur, en fait. Et je pense que tout s'est un peu télescopé dans ma tête. Parce que quand j'étais enfant, surtout dans ma très jeune enfance, j'ai eu ce problème de poids, ces moqueries à l'école, plus ces attouchements, plus la naissance de ma sœur, et peu de temps après la naissance de mon autre sœur. Ouais. Donc je pense qu'en fait... ça fait beaucoup, oui. Oui, ça fait beaucoup. Et ce problème de poids, vous avez
pris du poids après les attouchements? Ils ont commencé pendant les attouchements et ils ont terminé quand je n'ai plus été attouchée. Et à ce moment-là, forcément, vous avez essayé. Elle s'était rendue compte que quelque chose ne tournait pas rond. Elle s'était déjà rendue compte que cette prise de poids, elle n'était pas due au hasard, quoi. Mais elle savait pas d'où ça venait. Mais oui, un enfant qui se met à prendre du poids. Au départ, elle pensait que c'était juste la naissance de ma sœur qui avait provoqué peut-être inconsciemment. Oui, ce qui peut parfois, une naissance mal vécue, un peu de jalousie qui, même si les parents font attention sont présents pour l'aîné, il n'empêche qu'un petit bébé occupe beaucoup de place. Ça, c'est pas lié forcément à l'attitude des parents, mais forcément, quand l'aîné a été seul pendant 3-4 ans ou plus, c'est compliqué l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Mais pour autant, c'est vrai qu'un enfant qui prend du poids comme ça sans raison, petit, il peut y avoir effectivement. Alors, on passe pas toujours à des attouchements, mais là, prendre du poids, c'est le signe aussi inconsciemment, c'est se protéger, c'est le signe d'un mal-être, c'est se protéger, et puis ça se passe dans le corps. Il y a quelque chose qui. Bon, donc là, c'est à ce moment-là que vous avez été suivi par un pédopsychiatre. En fait, ma mère m'a envoyé voir un pédopsychiatre parce que elle me trouvait plus renfermée. Il y avait ce poids qui ne cessait d'augmenter en fait. Et puis le pédopsychiatre a dit c'était certainement dû à la naissance de ma sœur, que je devais être jalouse, mais que c'était tout à fait normal à mon âge. Et du coup, ma mère n'a pas poursuivi. D'autant plus que 2 ans après la fin des attouchements, j'ai maigri. Donc ma mère se dit, c'est comme les pédiatres lui disaient, vous savez, des fois, à cet âge-là, ils ont tendance à avoir une croissance qui va plus vite que chez les autres enfants. Donc c'est peut-être ce qui s'est passé avec votre fille. Mais comme tout est rentré dans l'ordre après, personne ne s'inquiétait, quoi. Et votre père, vous n'en parlez pas ? Mon père, en fait, j'en suis très très proche. J'en étais très très proche étant enfant. Et lui, je sais qu'il, il aime ses filles, il les aime toutes, mais je sais que j'avais une place à part. Parce que on a une histoire un peu particulière, lui et moi, on est tous les deux arrivés d'un pays étranger. Moi, je suis née dans un pays étranger et mes parents se sont rencontrés dans ce pays-là. Donc, en fait, quand je suis née, ma mère est revenue en France avec mon père. Et donc, lui, il m'a élevée, en fait, ma première année, il m'a élevée parce qu'il n'avait pas de papier pour pouvoir travailler. Et du coup, ça l'a énormément rapproché, quoi. Je sais qu'il y a toujours eu un lien particulier entre nous. Et quand j'ai annoncé à mes parents que j'avais subi des attouchements, comme c'est quelqu'un de très pudique, il m'a pas du tout rejetée, mais j'ai senti que lui n'osait plus venir vers moi, n'osait plus me démontrer son affection parce qu'il avait peur il avait peur que je l'interprète mal, en fait. Mais aujourd'hui encore, j'ai 23 ans et je suis très très proche de mon père. Et oui, mais en même temps... Il y a beaucoup de pudeur, en fait, entre nous. Oui, je comprends. Oui, mais c'est terrible ce que vous dites, parce qu'en même temps, ça a créé à ce moment-là une distance, même si vous savez que vous ne doutez pas un instant de son amour, mais on peut comprendre dans cette pudeur qu'avait votre père et qui était ô combien saine, c'est-à-dire une relation très chaste, lui avec vous, c'est ce que doit être l'amour d'un père pour sa fille. Quand, outre le fait que ça a dû lui faire terriblement mal et de savoir que quelqu'un avait pu porter la main comme ça sur vous, mais qu'après même des gestes de tendresse, il pouvait craindre que ça soit mal interprété par vous. Oui. C'est ce qui est, c'est ce qui est difficile parce que, voyez, quand on est enfant, même y compris de son père, on peut avoir besoin de gestes tendres, d'être consolé, c'est important. Et surtout compte tenu en plus de ce qui s'était passé. Oui, c'est très très important, mais je sais pas, avec mon père, j'ai l'impression tout est dans l'implicite, en fait. On n'a pas besoin de communiquer concrètement. Oui. Alors qu'avec ma mère, par exemple, ça s'est très mal passé.
Elle a très mal vécu en fait l'annonce. Elle s'est sentie très coupable. Parce que c'était son compagnon? Non, pas du Non, tout. non. Non, mes parents sont mariés. Vos parents sont ensemble, d'accord. Sont mariés depuis, ouais. avant que je sois née. Donc, elle s'est sentie coupable. C'était quelqu'un de la famille en fait. D'accord. De son côté à elle. Et elle a très très mal vécu. Elle s'est sentie très coupable. Et par contre, avec elle, en fait, les relations sont totalement pareilles. J'ai toujours eu une relation très fusionnelle avec ma mère. Et aujourd'hui encore, je pense qu'elle est très fusionnelle, mais on a une relation à part parce que on s'aime énormément, mais on peut pas être ensemble. C'est pas possible. C'est pas possible. Ma mère m'a même dit elle-même que pareil, elle aime ses filles pareil, mais qu'avec moi ça pourrait jamais être comme avec mes sœurs. Parce que est-ce que vous ne pensez pas que c'est lié à la relation aussi très très proche que vous avez avec votre père, le fait que vous étiez tellement proche de votre père que peut-être c'était compliqué pour votre mère de trouver sa place dans cette relation? Moi, je pense que ma mère, le vit comme elle doit le vivre comme ça, ou alors elle l'a vécu comme ça parce qu'elle a déjà dit à quelques reprises à mon père qu'il fallait qu'il choisisse entre elle ou moi. Et ça, c'était pendant mon adolescence. Oui, mais alors là, regardez, comme on est dans une rivalité, ce qui normalement n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce que on dit ça? Il n'y a pas un père n'a pas à choisir entre sa femme et sa fille. C'est très angoissant. C'est pour vous. Cette phrase-là. Oui, elle a... Vous voyez? Ça, c'est angoissant. C'est très angoissant parce que... mal et oui. Parce que du coup, je sens que mon père, comment dire, il est vraiment, il est partagé entre elle et moi. On dirait vraiment qu'on parle d'une maîtresse et de sa femme. Oui. Quoi. Quand j'entends ma mère parler, j'ai l'impression que c'est ce qu'elle voit. Alors, ces propos-là, ça ne veut pas dire qu'elle vous voit comme ça, mais c'est des propos, effectivement, qu'on pourrait dire de l'extérieur comme ça. Hein. Bon, même si elle sait que votre relation, elle n'est pas de cet ordre-là. Oui, mais ça témoigne que elle a du mal à trouver sa place et qu'elle aimerait, elle aussi, être plus proche de vous. Et que c'est comme si vous aussi, pour être plus proche de vous, il faudrait que vous soyez moins proche de votre père. Alors que normalement, vous avez le droit d'être proche de votre père et proche de votre mère. Mais ça témoigne peut-être d'une difficulté dans leur couple. Et vous n'avez pas à en faire les frais. Voyez ? Alors, en revanche, ça aussi, ça explique beaucoup de choses dans votre difficulté, dans cette jalousie que vous ressentez, même dans la difficulté vis-à-vis des autres femmes. Voyez, il y a plein de choses, il y a plein d'éléments entre la naissance de votre, les relations avec votre sœur, le lien avec votre mère qui est compliqué, mais certainement du fait de la relation avec votre père, et où finalement votre mère vous dit à votre père, il faut choisir entre elle ou moi. Donc, position de rivalité, mais ça explique aussi que les relations pour vous avec les femmes sont compliquées. Parce qu'elles le sont au sein de votre famille. Oui, et ce qui est vraiment bizarre, c'est que c'est vraiment qu'avec les femmes. Non, c'est pas bizarre. C'est pas bizarre parce que votre père, vous êtes dans une très très grande proximité. Et donc cette très grande proximité, votre mère en prend un peu ombrage. Et c'est comme si du coup ça vous mettait dans une position de rivalité. Vous voyez ? Rivalité, on dirait un peu oedipienne, quoi. C'est-à-dire comme si vous étiez vous voyez former un couple avec votre père, alors que oui, je comprends tout à fait. Oui. C'est ce que vous disiez, comme si en vous, elle voyait, vous étiez plus en position de maîtresse, même si elle sait que le lien évidemment n'est pas de cette nature-là. Oui. Mais c'est angoissant pour vous. Donc les femmes, la relation avec les femmes, elle
elle est problématique. Les femmes, c'est bon, voilà, elles peuvent jalouser. C'est fait de, c'est compliqué. Donc c'est aussi ce qui se répercute dans votre relation avec les femmes dans la vie. Vous êtes en concurrence, voilà. Oui, ça peut être des rivales. Absolument. Ça peut être des rivales. Oui, c'est ça. Il y a toujours un jugement de valeur, en fait, quand j'ai l'impression qu'elle me juge et moi, je les juge. Voilà. Mais je les juge, c'est-à-dire que je me sens toujours inférieure à elle. De toute manière, il y a toujours quelque chose qui fera que je me sentirai inférieure, que je me sentirai pas à la hauteur d'une femme. Mais oui, mais ça, c'est parce que par culpabilité, parce que c'est aussi... quand je dis c'est angoissant, cette phrase prononcée par votre mère, c'est l'angoisse provoque de la culpabilité. Comme si vous occupiez une place qui n'était pas la vôtre et que vous usurpiez sa place. Alors qu'il ne s'agit pas de ça. Vous avez le droit d'aimer votre père et votre mère. Je pense peut-être qu'il y a une difficulté dans le couple et peut-être que cette trop grande proximité, ou peut-être que votre père aussi, lui, était... Peut-être qu'elle aurait aimé aussi, on peut pas... que votre père soit aussi proche d'elle qu'il ne l'est de vous. Voyez, aussi tendre, aussi... Voyez. Ben pourtant, mon père, ma mère, elle dit que... Enfin, mes parents s'entendent très, très, très bien. Mis à part ça, enfin, on peut en douter. Bien sûr, moi je suis pas dans leur couple, bien sûr. Moi je suis juste leur fille. Ça doit pas être si simple, vu la position dans laquelle elle vous met. Vu de l'extérieur, et tout le monde s'accorde pour le dire, mes parents, c'est le couple modèle. Oui, après, moi je me méfie beaucoup des couples modèles, vu de l'extérieur. Je suppose qu'il doit y avoir quelque chose de... Oui. Mais après, bon, voilà, ça ne me regarde pas. Non, mais parce que effectivement, cette phrase-là dit que c'est un peu plus complexe que ça. Et je pense que ça serait important, peut-être pour vous, pour un peu moins souffrir, de vous faire aider, parce que pour justement ne pas voir en toutes les femmes des rivales, et pour être moins vous en souffrance et que ça pèse pas dans vos relations de couple. Oui, ben là, en fait, je suis suivie depuis quelques temps. Enfin, c'est très récent. Je suis suivie par un spécialiste. Bon. Je le vois très peu. Enfin, c'est vu qu'une fois. Et il a un emploi du temps assez chargé. Oui. Donc, je sais pas. Moi, j'aurais bien voulu partir sur un rythme d'une fois par semaine. Demandez-lui. Pas mal, mais je lui ai déjà demandé, mais en fait, il peut pas, parce qu'il a vraiment trop de passion. Est-ce qu'il peut pas vous orienter vers quelqu'un d'autre? Oui, en fait, je pense que je vais lui demander qu'il m'oriente vers un confrère ou une consoeur. Vous pouvez lui demander. On va accueillir Asma qui est avec nous, et je la remercie parce qu'elle patiente depuis un bon moment, paraît-il. Bonsoir Asma. Asma. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir Asma. Bonsoir. Mais j'ai l'impression de vous parler de ma vie. Je vous dis honnêtement, je suis routier. Oui. Routière plutôt. Voilà. Et j'ai l'impression d'écouter ma vie. C'est-à-dire que cette auditrice qui est avec vous, c'est tout à fait moi. Ah bon? C'est bizarre. Mais oui, bien sûr. Parce que moi aussi, j'adore mon père. J'adorais mon père, parce que maintenant il est décédé. Mais en même temps, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour le suivre. C'est-à-dire, il est routier, donc j'ai pris justement le même chemin. Et en fin de compte, je suis dans la même... Et ma mère, elle me déteste à travers ça. Oui, elle vous déteste à travers quoi? Oui, à travers ça. C'est-à-dire que je ressemble trop à mon père. Oui. D'accord. Et je vous écoute très souvent. Oui. Je vous écoute très souvent. Oui. C'est-à-dire que, j'adore votre émission. Merci. Je vous admire. Voilà. Et le problème, j'ai écouté justement cette auditrice qui était avec vous. Oui. Et le problème, on sait pas comment faire pour bien faire, en fin de compte. C'est-à-dire que on est ce qu'on est. C'est-à-dire, on peut aimer la mère, parce que ma mère, j'adore. Mais le problème, c'est que, oui, mais il y a un côté, moi j'ai été élevée comme garçon manqué, et j'ai toujours admiré le côté de mon père. Mais ma mère, elle s'est sentie délaissée de mon côté, parce que j'ai été une fille, et en fin de compte, il fallait plus que je sois dans son côté, et non pas du côté de
du père. C'est-à-dire mécanique, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est... Oui, d'ailleurs, vous êtes devenu, dans votre métier, choisi un métier assez... Bon, il y a des femmes, routiers, je vais pas me mettre les routières à dos, il y a des femmes, mais alors, j'avais vu, parce que c'est encore une relation que Livia a abordée au dernier moment de notre échange, un peu la relation avec son père, la très grande proximité, donc sa mère qui prenait un peu ombrage de ça. Mais vous aviez appelé au tout début, Asma, pour dire que vous aviez aussi un problème par rapport à cette jalousie, vous manquiez de confiance en vous, et finalement que vous vous êtes rendu compte que l'homme avec qui vous êtes vous aime pour ce que vous êtes, et vous disiez qu'une fois qu'on s'accepte tel que l'on est, on est vraiment abouti. C'était aussi là-dessus que j'aimerais vous entendre. Voilà, et c'est ce que je voulais dire aussi, parce que je pensais qu'on m'avait rappelé justement parce que il y avait la deuxième auditrice, mais en même temps, parce que je roule de nuit et je vous écoute tout le temps et je vous admire. En plus, vous avez une voix superbe et en plus vous me tenez compagnie toute la nuit. Parce mais j'en suis ravie. Je finis que jusqu'à 8h du matin, donc vous savez, 8h du matin. Oui. Ça veut bien dire vous faites vraiment toute la nuit, oui. Voilà, je suis une femme routière, et je suis fière de l'être. Honnêtement, je suis fière de l'être. Mais en même temps, je voulais vous dire, ce que je voulais dire en même temps, c'est que je suis une femme, non pas, parce qu'il y a des femmes routières qui sont zèles. 0% de matière, comme je les appelle. Et comme on les appelle, bien sûr. Mais moi, je vous dis honnêtement à toutes les auditrices qui sont en train de vous écouter, vous savez, c'est pas simplement l'amour n'est pas parce qu'on a 90, 80. Non, c'est pas ça. C'est simplement l'amour. L'amour vient comme ça. Moi, je suis tombée sur un gars, et je vous le dis honnêtement, un gars qui adore les 38-40. Imaginez-vous. Moi, je ne fais pas 38-40. Honnêtement, je ne fais pas 38-40. Il suffit simplement il a suffi de côtoyer, et ça fait 12 ans maintenant. Honnêtement, il n'y a pas de problème. D'accord, donc c'est ce que vous vouliez dire à Livia, que finalement, il faut par moment pas faire trop de complexes, arrêter de se comparer aux autres. Il faut pas se leurrer. Il faut pas se leurrer simplement. Moi, j'entends les auditrices qui disent oui, mais mon gars, partir. Ouais. Non. Il suffit simplement de trouver le bon gars, justement, et je vais vous dire, qui nous correspond. Celui-là, moi, j'y croyais même pas. Et je vous le dis honnêtement, j'y croyais même pas. Bon, c'est pas Sergio, parce que Sergio nous envoie un message en disant est-ce que c'est pas une collègue, Asma? Non. Je ne sais pas. C'est pas Sergio, non, parce qu'il dit je suis sûre que c'est une collègue. Non. Mais moi, je vous dis honnêtement, il adorait que les 38, 40. Bon, et vous êtes au-dessus et il vous aime. Je fais du 46. Bon. Alors, imaginez-vous, je fais du 46. Oui. Mais c'est pas ça le problème. Non. Mais maintenant, il suffit simplement de donner le temps, de se côtoyer et de la patience, et on arrive à tout. Merci beaucoup, Asma. Merci d'avoir pris la peine de vous arrêter. C'est ce que dit Alabama qui dit il faut aussi prendre confiance en vous. Votre fiancé vous aime. Vraiment, n'en doutez pas. Soyez fiers de ce que vous êtes. Ne vous préoccupez pas de l'opinion des autres. Il y a Clarence aussi qui dit allez, essayez de vivre votre relation pleinement. Écoutez votre cœur. Faites-vous confiance. Faites-lui confiance et tout se passera bien. Grégory qui dit exercice pratique pour vous, Livia. Faites l'inventaire de toutes vos qualités. Réfléchissez à ce que vous apportez à votre ami. La relation amoureuse, bien sûr, n'assure aucune garantie de fidélité, mais avec de l'amour de soi, de l'autre, de la confiance en soi et en l'autre, on va très loin, je vous assure, en laissant la jalousie sur le bord de la route. Mais moi, je pense que j'ai plus confiance en lui qu'en moi. Oui, bien sûr. Oui, parce que en fait, bien sûr. Je me dis que si il venait à me tromper, ce serait pas parce que
ce serait pas vraiment de sa propre volonté, ce serait vraiment parce que je suis pas assez bien. Et que du coup, c'est moi qui l'ai poussé. Oui, mais vous savez, je pense que c'est là-dessus qu'il y a vraiment... parce que franchement, il y a un tel décalage entre ce qui se dégage de vous, de votre personnalité. Et je dis pas ça pour vous faire plaisir, que je trouve extrêmement attachante. Parce que... vous voyez, et là, donc, je suis pas prisonnière d'une apparence, puisque moi, j'ai votre voix au téléphone, il y a ce que vous me dites de vous. On sent une grande intelligence, une grande sensibilité chez vous. Il y a une ouverture, vous êtes, il y a l'écoute, vous êtes, donc, on sent chez vous une capacité à évoluer, donc, je veux dire, vous êtes quelqu'un de bien, mais je pense que quand vous vivez comme quelqu'un de pas bien, je pense qu'il y a aussi ce que vous avez vécu dans votre enfance et notamment cette agression sexuelle qui quand même est là et présente parce que cette honte, ce sentiment de honte, de culpabilité, souvent chez des personnes qui ont été victimes d'attouchements, on retrouve quelque chose de très très intériorisé, assez profondément de l'ordre vraiment de la honte, du dégoût, un peu de soi. Et ça, c'est important d'en parler, de travailler là-dessus pour l'extirper de vous et vous rendre compte que vous êtes tout à fait quelqu'un de bien, aimable à vos propres yeux et donc digne d'amour. Franchement. Oui, enfin, moi, je sais. Non, mais je sais bien que ça, vous pouvez pas me répondre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait tellement d'années que je vis avec ça que Oui. Et je suis très jeune. Donc en fait. Mais vous êtes très jeune, mais c'est pour ça. Que je vis avec ce sentiment-là, et j'ai l'impression que, j'aurais beaucoup de mal. Non. Non, mais parce que justement, vous êtes très jeune, vous êtes, il y a beaucoup de choses. Attendez, vous avez 23 ans, Donc, c'est pas parce que on a été agressé sexuellement, vous voyez, qu'on porte ça en soi toute sa vie, Livia. Mais il y a des choses telles que la honte, le dégoût de soi, la culpabilité. C'est vrai que ce ne sont pas des sentiments, des émotions qu'on extirpe de soi facilement. Donc, il faut vraiment en parler. C'est difficile de traverser par ça, de revivre ça. Et en même temps, c'est comme ça aussi qu'on trace son chemin et qu'on avance. Donc petit à petit, vous allez voir, vous allez être plus en paix avec vous-même et voir que vous êtes quelqu'un de bien, une belle personne. Et à ce moment-là, vous allez voir que la jalousie, ça sera derrière vous, quoi. Vraiment. Et puis, ce garçon, que c'est une belle rencontre. Et puis lui ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, parce que voilà. Mais que vous avez votre chemin à faire. Oui. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment, et je rejoins tout à fait l'avis de l'auditrice qui est intervenue. J'aime beaucoup votre voix, très apaisante. Enfin, moi, j'ai commencé à vous écouter à l'âge de 15 ans. Donc, ah oui. Ça fait 8 ans. Oui, 8 ans. Ah oui, donc, en effet. Très longtemps que je vous écoute et j'ai tout de suite accroché avec votre voix, en fait, parce qu'elle est vraiment relaxante, apaisante et on sent que vous êtes vraiment quelqu'un de très intelligent, donc du coup ça donne encore plus envie de nous confier à vous, quoi. C'est vrai que vous nous envoyez dans de bonnes directions, donc c'est vraiment très gentil tout ce que vous faites. Écoutez, merci, je suis très touchée de votre confiance. Merci Livia, merci. Bonne soirée. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Calogero, si seulement je pouvais lui manquer sur Europe 1. Des messages qui arrivent pour Livia au 7 39 21. Ninette qui dit bien sûr ce que vous avez vécu et notamment ces attouchements, c'est très lourd. Prenez soin de vous. Joachim qui est chauffeur routier, Asma s'est manifesté. Alors on a un petit coucou de nos amis chauffeurs routiers qui sont là, qui dit l'amour, vous savez, ne se construit pas sur une apparence, mais sur ce que l'on est. Donc apprenez à vous aimer, car je suis convaincue
que ce garçon vous aime, dit Joachim. Il y a Eridan qui dit votre parcours n'est pas simple, mais quand on vous entend, on sent une jeune fille qui prend sa vie en main. Vous êtes forte, savez-vous. Et puis il y a Céline qui est routière et qui voulait faire un petit coucou à sa collègue Asma en disant vous avez bien de la chance d'avoir retrouvé l'amour. Mais allez, prenez patience, ça va arriver également pour vous. On va accueillir Nathalie maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Caroline. Je me suis permis d'appeler. Déjà c'est incroyable parce que jamais j'aurais pu imaginer appeler sur les ondes pour raconter ma vie. Moi qui me suis battue toute ma vie pour la combattre. Mais bon. Vous êtes battue pour combattre votre vie? Oui, en fait, ouais. C'est un combat. C'est un vrai combat. Et en fait, ça a fait tilt avec le témoignage de Livia. C'est ce que je disais à votre assistante, c'est que j'ai vécu une rivalité féroce de la part de ma mère, véritablement. Oui. Ouais. De tout temps, ou il y a eu un événement particulier qui... Oui, oui, en général, ça remonte à loin. Oui, exactement. Mais je daterai ça. Je vais réussir à me reprendre. Je daterai ça au moment où j'ai été réglée. Et j'étais une petite fille réglée à 10 ans et demi. 10 ans et demi. Oui, c'est jeune, oui. Et j'en ai 48 aujourd'hui et toujours pas de ménopause. Ça c'est 48 ans, c'est pas l'âge de la ménopause, non? Ça va, non? Enfin, après... Mais en tous les cas, j'ai remarqué un changement très clair de la part de ma mère à ce moment-là. Oui. Et ma vie est devenue très compliquée à partir de là. C'est-à-dire qu'il a été difficile pour moi d'exister, d'être et de vivre dans ma famille à partir de là. Comment elle était à ce moment-là? C'est-à-dire, elle est devenue vis-à-vis de vous, ça s'est manifesté concrètement comment? Par des différences. Alors avec mon frère aîné. Oui. Voilà, par des différences. Et comment dire, quand j'étais petite fille, rien. À chaque fois, j'avais la petite robe, les bottes, tout. Enfin, à chaque fois, je voyais bien que ma mère prenait du plaisir à me trouver des vêtements. Enfin, voilà, à me faire plaisir. On peut dire ça, à me faire plaisir. Oui. Et puis. Vraiment, je m'en souviens vraiment. À partir du moment où j'ai été réglée, arrivent les premiers petits soutiens-gorge, des choses différentes. En fait, le corps change évidemment, même si c'était précoce pour moi. Et là, tout a changé à tel point. Alors, je vais faire un bond de 5 ans au point où j'ai dû aller travailler. Garder des enfants, alors que j'ai suivi des cycles jusqu'au bac, etc. Oui. J'ai dû garder des enfants pour me payer mes vêtements, parce que sinon, c'est là que je parle de brimade, je devais porter les vêtements de mon frère aîné. Ça veut dire quoi? Ces jeans, avec les marques que ces jeans de garçons pouvaient comporter, on imagine bien quoi. Ces jupes à elle, qu'elle faisait rétrécir et remettre à ma taille, ou des modifications de vêtements à elle. Ah oui. C'est-à-dire que j'avais pas d'alternative entre les vêtements d'un garçon ou les vêtements de ma mère transformés. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que donc je suis allée travailler. À 15 ans alors, ça c'était... Ah ouais, à 15 ans. En même temps, elle... je vous dis, c'est le combat d'une vie.
Aujourd'hui, c'est terminé, mais c'est le combat d'une vie. En même temps, elle était partie accompagner mon père pour travailler, etc. Il se retrouvait dans des lieux mythiques comme l'hôtel de Paris à Monte-Carlo, etc. Mon père gagnait très bien sa vie, il faut le préciser. Et quand j'avais fait j'avais récupéré l'argent des cours que je donnais aux enfants. J'allais acheter les vêtements et je cachais les vêtements que je m'étais achetés. Et je les portais plus facilement quand elle n'était pas là. Mais ça, c'est rien. Après, je me suis mise à la couture et elle m'a dit, je ne te paierai rien, sauf si je vois que tu es capable de réaliser les ouvrages de couture que tu as projeté faire pour toi. C'est terrible, oui. Mon père voulait me faire des cadeaux. Je me souviens, il m'avait fait un cadeau, c'était la mode, des petits colliers en ivoire, etc. Oui. Une semaine après, elle avait un collier en ivoire plus gros que celui que mon père m'avait offert. Ah oui, elle ne supportait pas que votre père puisse vous faire un présent. Non. Il fallait. Oui, ça montrait bien que vous étiez clairement identifié comme rival. Clairement. Mais même cette histoire de vêtements, c'était soit les vêtements de votre frère, donc un garçon, ou les siens, une femme qui n'était pas adaptée pour une jeune fille. Enfin, parce qu'on n'est pas à la mode actuelle d'ailleurs qui est problématique aussi, où les mères s'habillent comme leurs filles. Mais bon, ça sera un autre débat. C'est un autre débat. Et c'est d'autant plus troublant que, comme vous disiez, quand vous étiez enfant, elle avait un grand plaisir à vous habiller. Ah oui. Donc c'est pour ça que ça vous a d'autant plus marqué. C'est-à-dire que c'était pas comme si le vêtement avait peu d'importance. Il en avait beaucoup. Et c'est justement parce qu'il en avait beaucoup qu'elle signifiait le changement de cette façon-là. Et puis elle le justifiait par exemple dans la différence en disant oui mais ton frère il est beaucoup plus difficile à capter quand on va faire les courses. Donc quand je l'ai sous la main j'en profite tandis que toi 3 petits points de suspension et ça n'a jamais cette difficulté avec ma mère n'a jamais cessé. Je me suis retrouvée avec des chaussures trouées sans semelle, enfin du moins avec des trous voilà. Et alors jusqu'au jour où il s'est passé une scène violente, c'était l'année du bac et j'étais déjà avec mon mari de qui je viens de divorcer aujourd'hui. C'est pour ça que l'histoire se termine aujourd'hui à tout point de vue, vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis de tout ça. Ça peut être grave. Une relation faussée à ses parents peut mener très loin dans une vie et être longue à régler. Ah oui. Et c'est pour ça que je disais que c'était le combat d'une vie, mais en même temps, pourvu qu'on en soit averti ou qu'on l'ait compris, on a des chances de s'en sauver. Et je me souviens, j'ai jeté toutes mes affaires par la fenêtre de ma chambre. J'ai demandé à mon ex-mari aujourd'hui, à mon mari de l'époque, qui n'était pas, de tout récupérer. J'ai disparu de la maison pendant 2 ans. Entre-temps, j'ai eu mon premier enfant. Garçon ou fille ? Fille. Fille. Avec qui j'ai une relation extraordinaire, fabuleuse. En fait, ces 2 enfants, j'avais passé mon bac et j'avais commencé un examen international aussi. Là, elle avait arrêté de me payer mes études. Elle avait aussi arrêté de me payer de quoi manger, de quoi m'habiller, rebelote, alors que j'étais à l'étranger. Et oui, toujours les vêtements, oui, c'est ça. Toujours, toujours. Et avec sa petite fille, elle a agi de la même façon avec votre fille ? Oui. Ça en dit long sur son rapport quand même à la féminité, elle-même puisqu'elle a commencé au moment où vous avez eu vos règles, donc c'est quand même ce qui signe la féminité. Donc elle-même, comment elle vivait sa propre féminité, Et c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais il y a des parents on parle du conflit oedipien et de l'enfant qui est en rivalité avec le parent, mais il y a des parents qui sont en rivalité avec l'enfant. Et ça, on en parle beaucoup moins. On en parle beaucoup moins. J'aurais vraiment beaucoup aimé continuer à parler avec vous, Nathalie, mais je dois rendre l'antenne puisque c'est les infos. Peut-être une autre fois, vous pourrez intervenir. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous et d'avoir témoigné. Je vous embrasse.
Au revoir Nathalie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.